Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Alors je sais, j'avais dit qu'on ferait un react d'une vidéo assez navrante du Figaro avec Samuel Fitoussi qui parle du wokisme, qui détruirait l'art, qui détruirait le cinéma et qui serait une menace dans la société. Petit bonjour à Safran qui vient pointer le bout de sa truffe. Sauf que, en fait, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Il y a la sortie d'une vidéo de Vulvon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Avant de commencer, c'est important pour moi de vous dire les choses, comme je le fais régulièrement. Oui, Vulvon, c'est une personne que j'ai déjà rencontrée dans ma vie réelle, que j'ai rencontrée pendant 1 heure, voilà, autour d'un verre avec Gim Focus et Noé Jacomet d'ailleurs. Oui, c'est une personne avec qui j'ai des échanges écrits, parfois un petit peu sporadiques, mais avec qui j'ai des échanges. Donc oui, c'est une personne que je connais, il se trouve que c'est une personne que j'apprécie énormément. Elle fait partie de ces personnes dont je me dis que j'espère qu'un jour on s'appellera mutuellement amis. C'est quelqu'un que j'admire profondément pour toute une série de raisons. Et donc, naturellement que je fais preuve de bienveillance à l'encontre de cette personne et que finalement la problématique n'est pas tant que je fasse preuve de bienveillance à l'encontre des personnes pour qui j'ai une forme d'admiration que j'apprécie. Éventuellement le souci ce serait le fait que je fasse pas toujours preuve de bienveillance avec des personnes qui tiennent des dingueries. Bref, pourquoi je vous dis tout ça? C'est important que je vous dise tout ça parce que en fait sur son compte Twitter, donc Vulvon a un compte Twitter qui s'appelle Dominique Marceau, donc le voici. Voilà, qui est un compte Twitter remarquable, 1923 abonnés seulement, ça n'est pas normal. Là, j'aimerais que toutes les personnes qui regardent cette vidéo s'abonnent ensuite à son compte Twitter parce que c'est un compte Twitter remarquable. Elle a posté des tweets qui m'auraient pas plu si je l'avais vu poster chez d'autres personnes. Et il se trouve que comme c'est quelqu'un que je connais, comme c'est quelqu'un que j'apprécie, j'avais preuve de beaucoup de bienveillance à l'encontre de ces tweets et je me suis dit, soit j'ai pas compris le fond de son discours, soit elle a du mal à comprendre pourquoi moi je peux être révolté par certaines choses, soit il y a une incompréhension, soit on n'est pas d'accord. Et donc j'avais prévu, parce que c'est quand même un sujet qui me tient vraiment à cœur, je suis même épidermique parfois sur ces questions-là, comme vous le savez, j'avais prévu de l'appeler en fait. Je m'étais dit je vais l'appeler, j'aurais jamais réglé ça sur Twitter bien évidemment, je m'étais dit je vais l'appeler, je vais trouver un moment pour l'appeler pour pouvoir en parler, pour essayer de clarifier un petit peu ça, parce que je ne comprends pas les messages qui ont été postés. Et vous allez voir, donc les messages en question, donc voilà 2 messages sur lesquels je suis tombé, même si là je vous manipule un petit peu, parce qu'elle a quand même développé sa pensée sur Twitter, mais ça va nous permettre ensuite d'introduire sa pensée sur sa vidéo, qui est vraiment remarquable. À propos de l'affaire Depardieu, vous voyez, sur le café littéraire, ça suffit de nous gonfler avec cette affaire, bordel, ça devient ridicule là. Et vous voyez, un tweet comme ça, venant d'une personne aussi intelligente, parce que les personnes qui connaissent sa chaîne, on va en parler après, on est à peu près tous et toutes d'accord pour dire que c'est probablement une des chaînes les plus intelligentes qui existent sur le web français et international même. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce tweet? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi cette exaspération qu'elle peut avoir vis-à-vis du fait que les gens dénoncent Gérard Depardieu? C'est ridicule d'en faire d'une affaire d'État. Une affaire d'État quand on vit une crise comme actuellement et de personnaliser une affaire au lieu de s'attaquer à des causes. Très volontairement, je vous lis pas la suite de ça. Elle dit qu'il faut que ce soit réglé par la justice au lieu de nous prendre à témoin pour juger des faits dont nous n'avons pas tous les éléments. Et d'autant plus dans une période de crise où on devrait parler de choses plus importantes. On lit ça. On a trop l'habitude en fait de lire ça sur des comptes de droitards qui réfléchissent pas. Sauf que là, c'est sur le compte de Dominique Marceau. Et là, je me suis dit, il y a un truc, clairement, il y a un truc derrière son exaspération qui n'est pas exprimable sur Twitter parce qu'on a le droit qu'à plusieurs centaines de caractères pour s'exprimer. Et il se trouve que ce matin, elle a choisi d'en faire une vidéo. De faire une vidéo pour aller plus loin sur ses propos. Sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Vulvon. Alors, 2650 abonnés, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est les meilleures chaînes YouTube que je connaisse. C'est invraisemblable que tous les gens qui regardent cette vidéo-là, prenez 30 secondes pour aller vous abonner à Vulvon, vous ne le regretterez pas. Je sais, je pense qu'elle est comme moi par rapport à ça, elle a une vie très remplie à l'extérieur, je pense qu'elle se fiche du nombre d'abonnés. Bien sûr, elle a autre chose à faire que regarder combien elle prend d'abonnés après telle ou telle vidéo. N'empêche que je trouve que ça n'a pas de sens, d'accord? Ça fait partie des vidéos qu'il faudrait mettre évidemment beaucoup plus en avant, et il y a Safran qui vient squatter un petit peu l'écran. Donc elle sort une vidéo ce matin qui s'appelle L'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Et pour vous introduire un petit peu tout ça, après avoir vu sa vidéo, je suis en accord total avec l'entièreté des propos qu'elle tient dans la vidéo. Et donc je suis aussi en accord total avec le fond qu'il y a derrière ces tweets. Je le verbaliserai pas de la même façon, mais là c'est une question sémantique. Mais je suis totalement d'accord. Et avec son accord, j'aimerais vous présenter quelques-uns des arguments qu'elle a dans sa vidéo. D'abord, vous les présenter, les commenter très rapidement, pour ensuite pouvoir élargir sur, quelque part, le reproche qu'elle fait actuellement sur la façon dont l'affaire Depardieu est traitée. Et donc, écoutez, on va regarder quelques extraits. Le premier se trouve à 3 minutes 27, donc de cette dernière vidéo. Et elle dit la chose suivante à propos de l'affaire Depardieu. Elle dit la chose suivante à 3 minutes 27.
Ce que l'on voit aujourd'hui, je prends l'exemple de l'affaire Depardieu parce que je ne veux pas parler en profondeur de ça parce que je trouve qu'on en parle trop. Je trouve qu'on en fait une affaire d'État pour ce qui est quelque chose qui aurait dû être dans les journaux quelques jours et puis après on en aurait reparlé le jour du procès. Vous voyez, le reste, ça prend une ampleur qui est délirante. Et ça m'a donné l'idée de cette petite vidéo qui sera extrêmement courte pour qu'elle invite 45 minutes. Hein. Mais c'est court pour elle, faut reconnaître. à la réflexion et qu'elle nous permette de prendre du recul comme toujours. Donc je ne vais pas me prononcer sur Depardieu, non, je m'en fous. L'acteur Depardieu m'intéresse, sa filmographie m'intéresse, le personnage, je m'en fous. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, et c'est pour ça que la littérature et le cinéma, entre autres, mais il n'y a pas que ça, sont des choses intéressantes, c'est parce que ils peuvent nous donner ce que Jean Renoir appelait les raisons de chacun. Les raisons de chacun, très bien. Donc, on va revenir dessus à 4,59. Pour l'instant, je ne commande pas ce que vous entendez. Je sais, ça peut vous paraître un petit peu surprenant que je dise que je valide tous ces propos-là, mais on va avoir vraiment l'opportunité d'en parler. Ça peut vous paraître surprenant étant donné ma radicalité sur ces positions-là, mais vous allez voir qu'elle est brillante. Si vous voulez comprendre l'intégralité de ses propos, il va falloir que vous allez regarder la vidéo en entier, parce que moi je vous passe que des extraits qui sont un petit peu décontextualisés des œuvres qu'elle présente, mais elle utilise des œuvres cinématographiques pour appuyer ses propos. Et je pense que vous avez besoin de voir les extraits qu'elle montre pour pouvoir suivre sa démarche. Donc nous on va juste écouter 5 petits extraits très rapides à chaque fois de 30 secondes, mais très sincèrement ça ne vous fait pas l'économie de sa vidéo. Je vous le recommande absolument pour que vous puissiez vraiment comprendre un petit peu tout ce qui lui permet de pousser ce raisonnement aussi loin. Et en plus de ça, elle s'inspire systématiquement d'œuvres cinématographiques que vous n'avez peut-être pas vues. Moi, dans celle qu'elle a citée, j'ai vu La Traque, par exemple, qui est effectivement un film remarquable. Donc voilà, je vous invite à voir sa vidéo en entier. Donc vous avez bien entendu, du coup, ses arguments au départ sur le fait qu'on en fasse une affaire d'État et que selon elle, c'est un truc qui aurait dû être traité comme un fait divers. Et jusqu'au moment de la justice. Et là, on pourrait se dire, oui, mais quand même, c'est Gérard Depardieu. Bien sûr, il y a une portée symbolique qui n'est pas abordée dans sa vidéo, qu'on va aborder ensuite, mais vous allez voir qu'elle répond au cours de sa vidéo, elle répond complètement à cet argument. Donc là, il y a une deuxième partie qui parle justement des raisons de chacun. Les raisons de chacun qui n'est pas un moyen, comme elle l'explique bien dans la vidéo, de justifier les actes de Gérard Depardieu, mais je vais la laisser utiliser ses propres mots. Qui m'intéresse. Contrairement à une affaire, quand elle est donnée dans les médias, où vous avez un récit, un fait qui vous est raconté, dont vous ne connaissez rien et dont vous ne pouvez comprendre les raisons de chacun. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se faire une opinion dessus, etc. Mais je parle de ça parce que il y a souvent ça chez certains réalisateurs, par exemple comme Jean-Pierre Mocky, même d'une autre manière François Truffaut, qui utilisaient des faits divers qu'ils avaient lus dans le journal en essayant de s'imaginer ce qui avait pu être derrière ces histoires. Alors évidemment... Et là, vous comprenez déjà un tout petit peu, elle commence à dénouer le fil de sa pensée, c'est très bien présenté, c'est très didactique. Il n'est pas question de reprocher à des gens de s'indigner de ce genre de faits. Il est question en fait de s'interroger de pourquoi les journalistes en particulier restent sur la question du fait divers en refusant de reconnaître le viol comme un fait social. Parce que c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Et là-dessus, je rejoins grandement son observation et sa critique. Le viol est un fait social. Et donc, si vous décidez de traiter de la question du viol en tant que journaliste, vous devriez la traiter comme une question de fait social, pas comme une question juste de fait divers. Ou alors, vous n'en faites pas des caisses comme c'est fait. Vous ne jetez pas ça à une sorte de voyeurisme populaire, vous essayez d'aider les gens à prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans le milieu du cinéma, sur la domination masculine en général, on va revenir dessus dans la suite de sa vidéo, et vous les aidez à comprendre comment on arrive à un Gérard Depardieu, plutôt que de focaliser sur Gérard Depardieu, en prétendant qu'en fait, il suffirait juste de le condamner pour que tout aille mieux, ce qui est complètement faux. Je la laisse poursuivre sur cette idée des raisons de chacun. Après, eux, ils mettent ce qu'ils veulent. Ils ne disent pas nécessairement la vérité de l'affaire. Mais c'est intéressant. Parce que ce que je m'évertue de faire dans chacune de mes vidéos quand je présente un film, c'est de montrer par l'émotion qui est procurée, par la mise en scène, par la manière dont on va montrer une situation, la manière dont elle va être jouée, le dialogue qu'on va choisir, le point de vue que l'on va vouloir nous donner, ce qu'on va nous dire d'une situation, d'une histoire d'amour, de la psychologie de quelqu'un. Retenez ça. Comment ils choisissent de présenter l'affaire Depardieu en ce moment, retenez ça, elle revient dessus après. Là, je suis entièrement d'accord avec elle parce qu'il y a une énorme critique sur la misogynie de la presse qui est très pertinente de sa part, donc retenez ça. On avance. À 1 minute 36, elle parle de fonctionnement social et là, on rentre complètement dans les thématiques du foyer. D'ailleurs, dans ce film, on comprend très bien ce qui n'est pas compris. Là, elle parle de La Traque.
compréhensible aujourd'hui avec l'affaire de Pardieu, où vous voyez qu'il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Alors, il y a plus de gens qui vont soutenir que de gens qui vont s'opposer fermement, parce que justement, quand on prend du recul, si on prend l'exemple de la traque, quand on prend du recul et qu'on ne regarde pas justement simplement un individu, ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais qu'on regarde un mode de fonctionnement social, on comprend mieux les positions des gens. Et j'ai posté plusieurs fois des interviews. Par rapport à ça, je suis tellement d'accord avec elle. Il est évident que la posture publique de Frédéric Becbédé sur cette affaire, qui soutient Gérard Depardieu, avec toutes les affaires qu'il peut avoir derrière lui, tous ces propos qu'il peut avoir justement sur les femmes, le wokisme, etc. Et la position d'une femme comme Carole Bouquet, qui a été en couple avec Gérard Depardieu pendant longtemps, c'est pas la même prise de position. Même si ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, finissent par dire la même chose, ça ne se comprend pas de la même façon, ça ne s'analyse pas de la même façon. Et là, je peux tout à fait comprendre que quand la presse partage le nom des 50 personnalités du cinéma qui défendent Gérard Depardieu, et pas que du cinéma d'heure, parce qu'on a vu Affida Turner, par exemple, dedans, si vous êtes un fan d'Affida Turner, vous avez tout à fait le droit d'ailleurs, aucun jugement de ma part. En fait, cette liste, elle n'a pas beaucoup de sens. Évidemment que c'est destiné à choquer, évidemment que les journaux ont parfaitement compris qu'en partageant cette liste, ils vont susciter l'indignation, qu'on va aller voir les noms individuellement. Mais qu'est-ce que ça dit en fait ? Profondément, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit quoi ? Ça dit qu'il y a une sorte de culture du silence, de culture du viol. En fait, ça dit rien. Parce qu'on vous balance la liste à la tronche et on s'arrête là. Mais en fait, dans les noms qu'il peut y avoir dans cette liste, il peut y avoir des hommes eux-mêmes accusés d'agression sexuelle qui soutiennent un agresseur sexuel parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font, parce qu'ils essaient de justifier leurs propres actions par le passé. Vous avez des personnes qui pourraient être actuellement sous une forme de situation d'emprise ou qui pourraient être dominées par la structure pyramidale du cinéma et qui savent qu'il ne faut pas dénoncer les copains, etc. Je veux dire, ça n'a pas, on peut pas analyser toutes ces réactions en disant regardez, c'est que des gens qui veulent défendre un violeur, parce que ça fonctionne pas réellement comme ça. Évidemment que ça me navre. Vous me demandez à ça, je suis hyper radical. Bien sûr que les 50 noms me navrent, y compris celui de Carole Bouquet. Bien sûr que ça me navre. Mais ça ne veut pas dire la même chose, parce qu'il n'y a pas les mêmes réalités sociales, il n'y a pas les mêmes réalités matérielles derrière chacune de leurs prises de position. Je la laisse un tout petit peu prolonger son raisonnement sur cette partie-là. Sur mon compte Twitter de Julie Delpy ou de Jean-Pierre Mocky, entre autres, mais d'autres personnes, qui expliquent comment fonctionne ce système du cinéma. Et là, on s'arrête là un instant. On passe au 4e extrait. Je vous en ai sélectionné 6 assez rapides. Où là, elle parle du travail de la presse, en fait. Et du non-travail de la presse, principalement. On l'écoute. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est qu'il me permet de travailler ces histoires autrement que par la presse qui, de toute façon, nous donne en spectacle quelque chose dont nous n'avons pas tous les éléments et dont nous devons être témoins. Évidemment qu'on peut donner une idée de dire quelqu'un qui est accusé, c'est mal, c'est bien, d'accord, mais ça n'a aucun intérêt. J'allais dire c'est un lieu commun de dire oui, c'est mal, c'est bien, c'est pas la question. La question, c'est qu'on n'a pas à faire d'une affaire d'État. Là, je suis assez d'accord avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, si simplement ce qu'on attend des journalistes, c'est qu'ils aiguillent notre boussole morale pour dire être accusé de viol, c'est pas bien. Non, mais on est dans une telle lapalissade, on est dans je sais pas, pour reprendre Kundera, une insoutenable légèreté de l'inconséquence, en fait, de quelque chose qui ne dit rien. Oui, d'accord, violer, c'est mal, formidable. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et comment on agit contre, en fait ? Est-ce que, en prétendant que la totalité des problèmes de l'agression sexuelle en France serait centrée sur un homme actuellement, on va faire avancer les choses ? Non. Alors bien sûr que symboliquement, ça aurait un poids. Ça aurait un poids très fort que Gérard Depardieu soit condamné pour ses actions, s'il est reconnu coupable. Ça aurait un poids très fort et je m'en réjouirais, bien évidemment. Est-ce que ça changera quoi que ce soit au système ? Rien du tout. Et ce que dit Vulvon, c'est que dans un film intelligent, donc elle prend par exemple comme contre-exemple, je pense quand elle parle de Ken Loach, je pense qu'elle parle de Moi Daniel Blake, qui est un film que je trouve assez navrant aussi, qui vous dit finalement, quand l'État n'investit pas d'argent pour les désœuvrer, ça donne des catastrophes. Non mais sans blague. C'est ça le propos du film en fait, c'est de dire le libéralisme c'est pas bien parce que ça finance plus l'hôpital et il y a moins d'aide sociale et donc les gens s'appauvrissent. Enfin mais ça c'est un prérequis dans une étude de sciences sociales qui prend 3 lignes en fait. Je veux dire, on en est encore là, asséner des banalités pareilles. Et je prends le cas d'un autre film que j'ai pas particulièrement adoré, mais qui est complètement différent par rapport à ça. Et je le prends pas par hasard parce que ça a aussi été une palme d'or. Je prends le cas de Parasite. J'ai mis beaucoup de temps à le voir. J'ai pas envie de voir Parasite, ça m'intéressait pas. Pourtant j'ai mis un réalisateur, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Force est de constater que lui, il propose un point de vue moral qui est un tout petit peu plus complexe en fait sur la question. C'est pas regarder les méchants bourgeois, comment ils sont violents symboliquement avec les pauvres. C'est pas que ça. Parce que cette famille de bourgeoises, mis à part du coup son insensibilité, son incompréhension de ce que peut être la
la vie réelle, je sais pas, des travailleurs, ils sont pas montrés comme des salauds. Et à l'inverse, cette famille un petit peu pauvre est montrée comme une famille qui flirte un petit peu, toujours à la limite avec la criminalité, etc. Et choisit de nous faire, de projeter notre empathie sur la famille de désœuvrés. Mais quand on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte que le message social, il est plus fin qu'il n'y paraît en réalité, parce qu'il n'accuse pas, il ne vous force pas d'orienter votre boussole morale contre les bourgeois du film. En disant, regardez, c'est des salauds, hein. Regardez eux comme c'est des méchants. Oh, les méchants bourgeois et les gentils prolétaires. Il fait pas ça. Il fait pas ça parce qu'il essaie de dessiner un truc un peu intelligent, qui va vous faire réfléchir, qui va vous obliger à prendre du recul sur le film pour prendre position. Ce qui n'est pas le cas d'un film comme Daniel Blake, qui est un film misérabiliste. Moi, j'ai pas du tout apprécié ce film, qui vous dit juste, oh bah regardez, être pauvre, c'est dur. Mais formidable. Mais on en est encore là. Je veux dire, on en est encore là. Et donc c'est ça, le rôle de la presse aujourd'hui, c'est de dire être accusé de viol, c'est pas bien. Mais enfin, ce sont des vecteurs d'opinion. Ce sont des personnes qui ont la capacité de proposer des idées, de proposer des façons de penser. Mais j'ai même envie de dire que c'est des personnes qui pourraient nous encourager à produire de la pensée autrement et qui pourraient raisonner un cas comme l'affaire Depardieu, non pas comme un cas particulier sur Gérard Depardieu, mais comme sur, à minima, la question du coup des rapports de domination qui peuvent s'exercer dans le milieu du cinéma. Et si vraiment ils avaient un petit peu de matériaux de culture sur la question, oui, à Safran, de se poser la question des rapports de domination en général sur la société. Et là, il y a quelque chose, comme elle l'explique très bien, que la presse ne dit pas, mais que le cinéma peut se permettre de raconter. Avant-dernier extrait, qui va complètement dans ce sens-là, je ne vais même pas vous le passer, parce que ça va être un peu une redite, comme ça vous le découvrirez sur sa chaîne. Le dernier cas, qui reparle un petit peu de l'affaire Depardieu, et après, je prends un peu la main. C'est-à-dire, le cas Depardieu, de quoi est-il symptomatique? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qui règle ses comptes? Quelle est la dialectique? Quel est le rapport de lutte qui s'engage? Parce que sinon, si c'est juste le problème de Depardieu, bah ok, mettez-le au bûcher, puis les problèmes seront finis. En fait, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, c'est ça qui est passionnant dans le cinéma. Comprenez ce qu'elle dit. Si vous restez sur le cas de Depardieu, et que vous continuez à en faire, je sais pas... à vouloir en faire un fait divers isolé de toute réalité sociale, ne pas considérer le viol comme une question sociale, mais le considérer comme un fait divers, qu'est-ce que vous allez changer en fait? Vous allez soulever de l'indignation sur Twitter, vous allez créer de l'engagement, parce que les gens vont commenter, partager vos articles, bravo, super, super. Et ensuite? Et c'est là que je prends la main. Et c'est là que, après avoir vu la vidéo entière de Vulvon, Dominique Marceau sur Twitter, je le rappelle, c'est là que je vais vous dire 2-3 petites choses. Je suis d'accord avec l'intégralité des propos qu'elle tient dans sa vidéo. 2-3 éléments de vocabulaire avec que je suis pas d'accord, c'est juste une question de sémantique, mais elle a entièrement raison. Si vous voulez parler intelligemment de l'affaire Depardieu, si vous voulez comprendre comment on en arrive pour qu'un type comme lui puisse faire pendant des années ce qu'on lui reproche d'avoir fait, en toute impunité, en fait, il va falloir commencer par produire des articles de presse qui répondent à plusieurs questions. Comment se fait-il qu'il existe un rapport d'autorité aussi verticale dans le cinéma, où il y a finalement aussi peu de décisionnaires qui peuvent faire ou défaire la carrière d'acteur ou d'actrice? Comment c'est possible que ce système soit aussi vertical et qu'il ne faille surtout pas vexer les plus puissants pour éviter de se retrouver sur le côté? Comment se fait-il qu'il y ait actuellement des décideurs dans le milieu du cinéma dont on sait qu'ils peuvent marchander des rôles contre des rapports sexuels? Comment c'est possible qu'on puisse savoir ce genre de choses aujourd'hui et que ça ne sorte pas? D'où vient cette culture du secret? Ça vient d'où en fait? D'où vient cette culture du secret et d'où vient ce truc que dans ce milieu-là, spécifiquement, d'autres milieux aussi, mais on va en parler un petit peu après, parler soit parfois un enjeu de vie ou de mort pour votre carrière. Parler ou ne pas parler. Comment ça se fait qu'on en arrive là? Comment ça se fait qu'on puisse tenir la carrière d'acteur, d'actrice, de technicien dans le milieu du cinéma, qu'on puisse les serrer aussi fort dans la main au point de pouvoir les briser si jamais ils tiennent des propos qu'on n'apprécierait pas? D'où ça vient? D'où vient aussi cet esprit un peu de camaraderie qui existe dans le cinéma, où soi-disant tout le monde serait ami, tout le monde se connaîtrait, etc. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'ils sont dans une sorte de, d'univers ultra bourgeois, ils veulent plus se mélanger, donc en fait ils vont systématiquement rester entre eux? Ça vient d'où ce truc-là? C'est critiquable, bien évidemment. On a des artistes en France qui se disent engagés, c'est ça, et qui en réalité reproduisent une forme de violence sociale en voulant absolument rester dans ce petit milieu où tout le monde se connaît, où tout le monde se couvre. Ça, c'est des questions intéressantes. Qu'est-ce que Depardieu représente comme symbole actuellement?
Pourquoi c'est sur lui que tout ça est cristallisé? C'est des trucs que la presse devrait aborder dans leurs articles, pas juste nous balancer les 50 signataires d'une tribune pour le défendre, pas juste nous rebalancer les extraits probablement d'un documentaire qui va être sans intérêt, d'un réalisateur qui n'a pas beaucoup de talent en plus de ça. Comment se fait-il que tout se cristallise sur Gérard Depardieu? Qu'est-ce qu'il représente dans le cinéma français? Il représente quoi? C'est parce que c'est un homme blanc? C'est parce qu'il a eu un retentissement international? C'est parce qu'il a des connexions très importantes? Qui c'est ce type-là? Pourquoi il représente ce symbole, cette crispation ultime? Parce que c'est pas le seul à avoir été sujet à des plaintes pour agression sexuelle. Je veux dire, ça a aussi été le cas de Sand Van Roy qui a accusé Luc Besson, par exemple. Il y en a eu plein d'autres, évidemment. Vous comprenez l'idée? Ça vient d'où, ce truc-là? Pourquoi il n'y a pas de mise en contexte actuellement avec le mouvement Balance ton port et MeToo? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de comparaison avec ce qui se passe avec Depardieu, avec ce qui a pu se passer aux États-Unis? Et pourquoi en France on ne réagit pas aussi vite, aussi fort qu'aux États-Unis, où ça a eu un impact? Qu'est-ce qui bloque encore en France? D'où vient la sensation d'impunité des hommes dans le milieu du cinéma, des hommes puissants, des hommes riches d'une façon plus générale? Vous voyez, si on veut encore monter d'un étage, elle vient d'où cette sensation d'impunité? C'est quoi? C'est la façon dont c'est traité par les médias, par le grand public, dans les commissariats de police, dans les cours de justice? C'est des thématiques qu'on aborde sur la chaîne depuis que j'ai créé la chaîne, bien sûr, avec des ressources. Nous, on a beaucoup de réponses à ces questions-là. Mais c'est le moment pour les journalistes de faire leur travail, de sortir du fait divers pour s'intéresser à autre chose. Est-ce qu'on peut admettre que ce qui est en train de se passer autour de Gérard Depardieu, c'est un phénomène systémique qui va concerner tous les milieux de pouvoir dans lesquels il y a des hommes au pouvoir? Est-ce que c'est un truc qu'on va pouvoir admettre? Et si jamais ce sont des femmes qui sont dans ces milieux de pouvoir, comment s'exercent les rapports de domination? Autrement, on sait que ça ne va pas s'exercer sur le corps, ça ne va pas s'exercer par le viol, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce sont des hommes qui sont au sommet d'une hiérarchie comme ça de pouvoir? Comment ça se manifeste? Comment on arrive à tolérer ce genre de système-là? Tout ça, c'est des questions qu'il aurait fallu que la presse se pose et ne se contente pas juste de dire « les propos de Depardieu sont lamentables ». Oui, les propos de Depardieu sont lamentables, mais comme l'a très bien dit Vulvon, Dominique Marceau sur Twitter, encore une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Rien. Rien. Est-ce que c'est choquant qu'un homme tienne des propos qui sexualisent une gamine qui fait du cheval alors qu'elle a 10 ans? Oui. Oui, évidemment. Et comment se fait-il qu'ils se sentent l'impunité de les dire alors qu'ils se sait filmer? Ça, c'est intéressant. Comment ça se fait que d'un seul coup, il y a une réaction massive du public contre lui, alors qu'il n'y avait pas eu de réaction quand il y avait eu les deux femmes, dont Charlotte Arnoux, qui ont annoncé porter plainte contre lui? Pourquoi la parole des femmes n'a pas déclenché de colère d'une façon générale? Alors que là, ce sont des extraits d'un documentaire qui n'aura pas grand intérêt, merci pour la pub pour Yann Moix d'ailleurs, qui ont fait se lever la planète entière. Quel est le poids du coup de la parole des femmes actuellement en France par rapport à des propos graveleux qui flirtent avec la pédocriminalité, qui restent des propos comparés aux actes dont il est accusé? Vous comprenez? Mais elle a raison, Vulvon. Elle a raison sur toute la ligne, en fait, quand elle dit ça. Il n'est pas question de minimiser ce pourquoi il est attaqué. C'est pas du tout ce qu'elle fait, d'ailleurs, dans sa vidéo. C'est ce que j'ai cru qu'elle faisait à travers ses tweets. J'ai cru qu'elle était dans cette démarche de on va séparer l'artiste de son œuvre, etc. Elle n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il faut parfois un tout petit peu creuser. Et quand vous avez quelqu'un d'aussi intelligent qu'elle, qui tienne des propos qui vous sortent complètement de votre zone de confort, je pense que c'est vraiment un bon moment pour ouvrir les oreilles. Et je suis très content en fait qu'elle ait partagé cette vidéo. Et je suis très content qu'elle rappelle dans une vidéo sans le dire que le viol, c'est pas une affaire de faits divers. Et donc ça ne mérite pas une couverture médiatique de faits divers, c'est un fait social qui mérite des réflexions autrement plus poussées que « Oh bah s'il a violé, c'est pas bien ». On en est encore là. C'est ça que je voulais vous dire. Allez la voir, la vidéo de Vulvon, mais allez voir ces vidéos, vraiment. Allez voir ces vidéos, elles sont passionnantes. Merci encore à elle pour cette mise au point qu'elle a faite sur sa chaîne, qui est remarquable, comme d'habitude. Allez voir la vidéo en entier, allez vous inspirer un petit peu des films de Clouzot, des images de la traque, etc. Bon, il y a des trucs passionnants et sa démarche intellectuelle est d'autant plus enrichissante et intéressante qu'elle y rajoute la perception qu'elle peut avoir de l'art. Bon, bref, c'est une vidéaste incroyable. C'est tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, prenez soin de vous et on va se faire bien sûr le react. Ce sera un petit peu plus léger demain ou après-demain. Allez, prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite. Salut.